Chers collègues, chers invités, chers amis, cher président du cluster maritime, dans un emploi du temps chargé, vous avez trouvé quelques minutes pour venir honorer notre conférencier à défaut de votre président. C'est déjà pas mal. Alors, je voulais simplement vous accueillir, vous remercier d'être là. C'est comme d'habitude, donc on faisait ça en partie en présentiel et en partie en visioconférence. Nous avons là une installation de visioconférence qui est tout à fait performante. Donc, je souhaite également la bienvenue à tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent. Alors, je voudrais évoquer simplement d'un mot, vous le comprendrez, les disparitions qui nous ont affectés depuis... Les disparitions, c'est mieux comme ça? Bon. Heureusement qu'il y a des manifestants. Des disparitions qui ont affecté notre compagnie depuis la fin du mois de décembre. Alors, nous avons Alain Paresse, membre honoraire de la section MMPP, Marine Marchande, Pêche et Plaisance, Philippe Josse, invité permanent, Serge Bindel, que vous connaissez très bien, membre honoraire de la section Sciences et Techniques, et Alex Fabarez, ancien invité permanent. J'ai adressé à chacune des familles ou des veuves, quand il s'agit de veuves, un petit mot de votre part, et j'ai demandé qu'on adresse aux sections concernées la copie de la lettre qui est adressée à la famille, ce qui est un signal, je pense, un signal particulier qui lui est adressé. Alors, nous aurons l'occasion, bien sûr, le moment venu, de prononcer l'éloge de ces confrères disparus. Alors, aujourd'hui, nous allons écouter d'abord Michel Quimbert, qui va prononcer l'éloge de Charles Offray, membre honoraire de la section droit-économie. Ensuite, nous aurons la conférence de Jean-Michel Germain, qui est là, qui est invité permanent, président de la Société de participation pour les énergies renouvelables, ce qu'on appelle la SOPER, sur le thème de la décarbonation du transport maritime. Alors, je rappelle que nous avons créé avec Jean-Michel Germain un prix conjoint Académie de Marine SOPER qui est destiné à récompenser une personne, physique ou morale, qui, à un titre ou à un autre, aura œuvré efficacement pour la transition énergétique dans le domaine du transport maritime. Ce sera la deuxième édition. La première, c'était l'année dernière. Le lauréat avait été le port de Sète et le prix sera remis, j'espère, sur place, au port de Sète au printemps. En tout cas, c'est comme ça que nous préparons les choses. Nous avons ensuite... alors, Jean-Michel Germain vous sera présenté par Édouard Berlet, président de la section droit-économie. Et puis, une fois que vous aurez posé les questions que vous souhaitez poser à Jean-Michel Germain, nous passerons à la séance privée. Et je le dis pour ceux qui nous voient et qui nous écoutent, qu'il faudra simplement changer de lien, puisque ça n'est pas le même lien. Voilà, donc on fera une courte pause en raison des conditions, de manière à ce qu'on puisse rentrer chez soi en temps et en heure. J'ai devant moi le président Vallat. Bonjour, monsieur le président. Voilà. Alors, Michel Quimbert. Tu te mets au pupitre, Michel? Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Monsieur Offray, qui, je pense, nous écoute par visioconférence en ce moment, Monsieur le Président, chers consoeurs, chers confrères, j'ai l'honneur d'avoir à prononcer devant vous l'éloge de Monsieur Charles Offray, que vous voyez en photo lors d'une croisière sur le navire Michelangelo, en face de Venise. Monsieur Charles Offray avait été élu membre de l'Académie en 1985. Il est resté membre actif, titulaire, participant aux travaux activement, jusqu'à l'année 2000, où il est devenu membre honoraire, qu'il est resté jusqu'à son décès
dans sa 105e année. Ses obsèques avaient été célébrées religieusement à Ramatuelle et une messe du souvenir avait réuni ses amis en septembre 2015 à l'église Notre-Dame de la Compassion à Paris. Il avait 4 enfants, un fils, 3 filles, qui sont informés de cet éloge, qui probablement nous écoutent, et ils m'ont dit être fiers que l'Académie garde le souvenir de leur père. Il est toujours délicat de prononcer l'hommage d'un homme que l'on n'a jamais rencontré. Mais j'ai appris à connaître M. Charles Auffray par le témoignage de ceux qui en gardent la mémoire. Je pense en particulier à notre secrétaire perpétuel Michel Roussel, qui m'a aidé pour élaborer cet éloge, mais aussi par la lecture de ses nombreux ouvrages qui constituent autant de références pour l'histoire maritime et en particulier l'histoire maritime des paquebots. M. Charles Auffray était né le 27 septembre 1910 à Saint-Étienne. Cette origine terrienne ne l'a pas empêché de consacrer sa longue vie professionnelle, puis après sa retraite, il est resté lié à la marine en délivrant de nombreuses conférences, et cette longue vie professionnelle l'a amené à développer, à étudier les activités de la flotte de commerce française, et en particulier celle des lignes régulières. Après de brillantes études, il a été diplômé de l'École des hautes études commerciales en 1933. Aussitôt, il se passionne pour le monde maritime et il effectue un premier stage d'élève commissaire à bord d'un paquebot de ligne qui va déterminer sa vocation. Il a ainsi été commissaire stagiaire sur le paquebot Mendoza, qui a effectué sa première navigation du Havre à La Plata. Ce stage va déterminer la vocation maritime de M. Charles Auffray et l'attacher définitivement à l'armement maritime. Sa vie professionnelle commence le 1er novembre 1933 à l'agence du Havre de la Compagnie Générale Transatlantique. L'agence du Havre était constituait pratiquement la totalité de l'activité de la Compagnie Générale Transatlantique à l'époque. C'est une époque charnière. La vie de l'armement Compagnie Générale Transatlantique est en voie de totale mutation. Une loi du 20 juillet 1933 avait en effet décidé de faire de la Compagnie Générale Transatlantique une société d'économie mixte. Ceci va d'ailleurs largement conditionner la vie et l'issue de la Compagnie Générale Transatlantique. M. Charles Auffray, un an plus tard, le 18 novembre 1934, est muté au service commercial de l'administration centrale de la Compagnie Générale Transatlantique à Paris. Il siège rue Aubert, siège qu'il ne va plus quitter, sauf les périodes de navigation et les missions à l'étranger, et enfin un départ qui lui a été cruel vers la Défense. Cette période d'entre-deux-guerres fut pour M. Charles Auffray l'opportunité d'un apprentissage approfondi des activités commerciales d'un armement en période de récession, car l'entre-deux-guerres marque le début du déclin des liaisons maritimes de ligne au profit de l'aéronautique. Il a alors acquis non seulement une compétence exceptionnelle, mais les forces de caractère qui lui vaudront la confiance des dirigeants successifs de la Compagnie Générale Transatlantique. Il est en particulier remarqué par M. Henri Cancardel, administrateur général qui lui a confié assez rapidement en 1938 les fonctions de secrétaire de direction de la Compagnie Générale Transatlantique. Le président Cancardel était un homme qui savait choisir ses collaborateurs, et l'on peut dire qu'il avait été en l'espèce très inspiré, car il a eu un collaborateur d'une fidélité qui ne s'est jamais démentie et dont les qualités et le dévouement n'ont plus cessé d'être distingués. La Deuxième Guerre mondiale va interrompre pour 2 années le déroulement de la carrière maritime de M. Auffray.
Il est mobilisé en qualité de sous-officier d'infanterie pendant la période 1939-1940. Aussitôt libéré de ses obligations militaires, il retrouve la rue Aubert, M. Cancardel et le siège de la Compagnie générale transatlantique, dont il devient le chef de cabinet. Il s'agit d'années cruciales pour la Compagnie, pour notre pays, et vous imaginez ce qu'ont pu être les difficultés de l'armement pendant ces périodes d'occupation. Pendant toute cette période, M. Auffray, qui à l'origine était spécialiste des questions commerciales, devient alors spécialiste des disciplines plus austères de la gestion administrative, pour ne pas dire de la diplomatie. Le 15 juin 1945, il est toujours là, il est nommé secrétaire en chef du secrétariat général du siège. En 1953, il devient secrétaire général de l'agence du Havre, qui est toujours le fleuron de la compagnie, et 5 ans plus tard, il revient au siège en qualité de secrétaire général de la compagnie. Sa maîtrise des questions commerciales, mais aussi son sens de la gestion administrative, ont conduit le nouveau président, M. Jean Marie, à lui confier en 1965 les responsabilités de directeur administratif, mission qu'il exerça avec excellence jusqu'à la limite d'âge statutaire qui était fixée à ce moment-là à 60 ans, et on est en 1970. Malgré cette retraite obligatoire, il reste lié à la compagnie. En qualité de secrétaire général de la compagnie, il avait d'ailleurs eu à connaître du dossier du France, le France après le Normandie. Quel destin, Normandie, France, tous les paquebots qui évoquent pour nous beaucoup de choses ont été pour partie ou en totalité pour le France la grande œuvre de Charles Auffray. Sa vie va être intimement liée à celle de France. Et il va ainsi organiser les cérémonies d'inauguration du France, les premiers voyages du France. Et sa vie va être très affectée lorsque le France va être désarmé. Et je dois vous dire que quand on le lit, on s'aperçoit que la mutinerie ne faisait manifestement pas partie de la culture de M. Charles Auffray. Pendant la même période, en qualité de directeur administratif, il va s'impliquer fortement pour résoudre les problèmes d'organisation, de rentabilité qu'il évoquera plus tard avec beaucoup de franchise dans ses différents ouvrages, dans lesquels il n'hésite pas à porter à la connaissance du public les comptes de l'armement de la Société d'économie mixte. Il nous fait vivre la fin inexorable des paquebots. À la suite de sa retraite, il est nommé en 1970 administrateur conseil de la compagnie. Il est chargé de mission auprès de la direction générale et c'est en cette qualité qu'il assure toujours la coordination de problèmes d'organisation et il va notamment assumer la responsabilité des 2 croisières autour du monde de France en 1972 et 1974. Ces mêmes années, il est chargé du transfert des services centraux de la Compagnie générale transatlantique dans le quartier de la Défense, ce qui constituait pour lui une mutation difficile et l'abandon d'un siège séculaire. C'était quelque part la fin d'un monde. Il a été nommé ensuite, en 1974, administrateur-directeur honoraire de la Compagnie générale transatlantique, président de l'honneur de la Compagnie générale d'armement maritime, président d'honneur du groupe des anciens élèves de HEC, section transport. Il a encore été président, puis président d'honneur de l'Association des Amis des paquebots. Et en 1977, après la fusion des anciennes compagnies Générale Transatlantique et CGM, il va prendre le temps qui lui reste à animer diverses associations et surtout à publier plusieurs ouvrages, à la suite desquels il aura donné autant de conférences. En 1973, il publie un premier ouvrage, Henri Cancardel,
armateur, ouvrage qui, mesdames, messieurs, avait obtenu le Grand Prix de l'Académie de Marine la même année. Le compte-rendu de l'ouvrage avait été réalisé dans le journal de la Marine marchande par notre secrétaire perpétuel Michel Roussel, qui en garde un grand souvenir. En 1974, un nouvel ouvrage paraît, Terminé pour les machines. C'est l'histoire de la fin du France, avec tous les événements qui se sont déroulés au Havre et qui ont été, on le comprend, extrêmement douloureux pour M. Charles Auffray. En 2001, il publie Chronique transatlantique du XXe siècle, un très bel ouvrage qui raconte à sa façon l'Odyssée des navires de ligne. En 2003, nouvel ouvrage, France, l'album Souvenirs, avec de magnifiques photos et une très grande préface de Charles Auffray. Monsieur Charles Auffray s'est donc impliqué dans l'armement maritime avec talent et passion. La lecture de ses ouvrages révèle non seulement un remarquable technicien qui a le sens de la pédagogie, mais c'est aussi un vulgarisateur qui cherche à atteindre un large public. Il n'hésite pas à expliquer ce que sont les différents intervenants de l'exploitation d'un navire, à préciser pour chacun d'entre eux leur rôle avec beaucoup de sens du détail. Le technicien est aussi un économiste qui nous révèle à la lecture de ses ouvrages quelles ont été les difficultés de l'exploitation des navires de ligne face à l'essor de l'aéronautique. C'est un authentique écrivain qui avait mis la mer dans son bureau. Ses écrits révèlent sans doute une certaine nostalgie du temps passé, celui des paquebots, de l'élégance, de la culture. Je dois à Madame Joëlle Auffray, l'une de ses filles, cette introduction qui est l'une des confidences de M. Charles Auffray au début d'une de ses conférences au musée de la Marine. Je me suis rendu compte, disait-il, en préparant cette conférence, que la vieillesse avait au moins quelque chose de bon. C'est de fournir un stock de souvenirs considérable dans lequel on peut puiser pour faire revivre les événements et les personnages du passé. Cela révèle beaucoup de M. Charles Auffray, mais cela ne le révèle pas en entier. C'était aussi un homme d'humour. Il faut lire les réflexions de M. Charles Auffray lorsqu'il évoque l'idée, il faut bien le dire, audacieuse, du fisc français de relever le registre des croisiéristes, des 2 croisières faites par le France pour exercer des contrôles fiscaux. Il faut lire M. Charles Auffray lorsqu'il parle de la société transatlantique, où il définit plusieurs catégories, dont celle très plaisante des rongeurs. Vous voyez à quoi il faisait allusion. À l'étude des ouvrages de M. Charles Auffray, on en vient à penser que quelque part, il avait eu raison trop tôt en ce qui concerne la croisière. Après avoir lu M. Charles Auffray, on est surtout convaincu de l'importance pour la France d'avoir des navires qui arborent son pavillon. M. Charles Auffray, qui avait mérité de la patrie, avait été promu au grade d'officier de la Légion d'honneur, d'officier de l'Ordre national du mérite. Il était encore chevalier de l'Ordre du mérite maritime. Pour toutes ces raisons, et sur le rapport du président Pierre Léonard, il avait été élu à l'Académie à la section droit et économie, qui lui en garde un fidèle souvenir. Enfin, puis-je ajouter que, après m'être adonné à la lecture de tous les ouvrages de M. Charles Auffray, je dois vous dire que je ne me suis jamais ennuyé. C'est une lecture passionnante et je souhaite vous la faire partager. Si vous souhaitez prendre connaissance de ces ouvrages, je les tiens à disposition. Monsieur Michel Roussel, qui est parmi nous et que je remercie au nom de sa famille d'être ici, avait écrit avec pertinence au sujet de M. Charles Auffray
il en savait long sur les choses et sur les hommes. Son parcours renvoie à un autre temps, celui de l'Ancien Monde, où l'on pouvait demeurer fidèle à une compagnie jusqu'à s'identifier avec elle. Monsieur Charles Fray, je pense, peut entrer dans le panthéon de notre Académie. Merci, chers confrères, de ce très bel éloge. Je voudrais saluer naturellement sa famille qui nous regarde et je vous propose de respecter 1 minute de silence en sa mémoire. Je vous remercie. Donc nous allons passer à la conférence de M. Germain, qui va vous être présentée par Édouard Berlet. Je vais donc vous présenter les principales étapes de la vie universitaire et professionnelle de Jean-Michel Germain, qui est docteur en sciences physiques, physique de l'énergie déjà, obtenu à l'université de Paris 7 en 1979. Puis il crée, dès la fin de ses études, le cabinet conseil Germain, au sein duquel il y aura une activité de bureau d'études spécialisé dans les économies d'énergie et les énergies renouvelables. Direction de projet, conseiller en stratégie, analyse technique et financière de projet, mission d'énergie, etc. Ensuite, à la fin de cette première expérience professionnelle, il devient président de la compagnie éolienne du Détroit de 1998 à 2007, pendant 9 ans. Compagnie domiciliée à Tanger, au Maroc, la compagnie éolienne du Détroit a été créée pour construire et exploiter le premier et le plus important parc éolien du continent africain. Ensuite, il crée la Compagnie du Vent, qui sera une étape de sa vie professionnelle décisive, en 1989, et il en restera président pendant plus de 20 ans. Alors, il fonde cette société pour construire la première éolienne de France, et la Compagnie du Vent, de ce point de vue, est une société pionnière qui est à l'origine de l'industrialisation de la filière éolienne terrestre et du lancement de la filière éolienne offshore en France. Elle a en outre largement contribué au développement de l'énergie solaire photovoltaïque dans notre pays. Puis, par une action de lobbying intensive auprès des pouvoirs publics, français et européens, en tant que président en particulier de l'Association France Énergie Éolienne, l'association européenne, il a contribué à imposer l'énergie éolienne terrestre dans le paysage énergétique national qui lui était inaccessible du fait du poids du lobby nucléaire. Alors, la Compagnie du Vent prospecte dès les années 2000 les sites éoliens offshore des côtes françaises et démarre les études du premier projet éolien offshore de France au Tréport, pour un montant de production de 700 mégawatts produits et 3 milliards d'euros d'investissement, ce qui est tout à fait important. Il se rapproche alors du cluster maritime français et de Francis Vallat, donc, en vue d'y créer le groupe des énergies marines renouvelables, qui sera le bras armé finalement du lobbying en faveur de cette activité en France et qui permettra de faire évoluer les pouvoirs publics a priori défavorables à l'énergie éolienne offshore. Et l'action conduite a contribué en particulier au lancement du premier appel d'offres éolien offshore en 2011. En 2011, voilà. Alors ensuite, la Compagnie du Vent sera cédée en totalité en 2007 au groupe Engie. À l'époque, la Compagnie du Vent détenait alors 400 mégawatts d'actifs de production éolien et photovoltaïque. 2 sociétés à mentionner ensuite. Depuis 2014, il est président de Sunti, qui est une société spécialisée dans l'investissement à l'exploitation de centrales de production de chaleur et d'électricité d'origine solaire pour les installations industrielles.
puis président de MGH depuis 2014, société dédiée au développement de technologies permettant la décarbonation d'activités maritimes, dont Jean-Michel nous parlera tout à l'heure, et notamment la propulsion des navires. Et plus généralement, elle étudie toutes les technologies décarbonées de production d'énergie pouvant être embarquées à bord des grands navires. Enfin, il devient président de la SOPER en 2011, qui est une société de participation, qui est une holding rassemblant les actifs et participations de Jean-Michel Germa, constituée essentiellement à partir de la vente des parts que ce dernier possédait dans la Compagnie du Vent et dans la Compagnie éolienne du Détroit. Elle investit principalement dans le secteur des énergies renouvelables, de la transition environnementale, du transport maritime et exclusivement dans des activités respectant des critères de responsabilité sociale et environnementale. Je ne citerai pas les très nombreux mandats que Jean-Michel Germa exerce par ailleurs, et je dirais qu'il a été pendant de nombreuses années administrateur du cluster maritime français, je citais tout à l'heure, et également membre du Parlement de la mer de la région Occitanie dont il est originaire. On peut dire en conclusion que, je trouve ça remarquable, Jean-Michel Germa a consacré quasiment toute sa carrière professionnelle au développement des énergies renouvelables, solaires et éoliens, dans un esprit pionnier. Puisque si on prend le tout début de sa carrière jusqu'à la fin, pratiquement, ça aurait été son activité unique. Et je trouve que c'est remarquable de constance, de ténacité et d'engagement, qu'il faut, à mon avis, souligner. Et donc, j'ai été heureux de présenter ici un des pères fondateurs de ce secteur d'activité qui est essentiel pour notre pays. Et Jean-Michel Germa va maintenant nous présenter son exposé consacré à la décarbonation du transport maritime. Voilà. Merci, Édouard. Jean-Michel, c'est à vous. Alors, je voudrais signaler à ceux qui nous regardent qui peuvent poser des questions à l'issue de la présentation de M. Germa par SMS au numéro 06 85 83 66 33. C'est ça? Voilà. 06 85 83 66 33. À vous, Jean-Michel. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les académiciens, Mesdames et Messieurs, c'est un grand plaisir et c'est surtout un grand honneur de m'adresser à vous au sujet d'un problème important pour notre société qui est la décarbonation du transport maritime. C'est un sujet d'actualité qui suscite des attentes importantes. Le terme de décarbonation est un néologisme et il serait plus approprié de parler de transition vers une économie bas carbone du transport maritime. Vous me permettrez, parce que c'est un peu long, dans ce discours de parler de décarbonation. Mon but aujourd'hui, c'est de vous présenter une approche de ce vaste sujet auquel les pouvoirs publics et les acteurs économiques s'intéressent depuis longtemps, mais qui n'a pas encore fait l'objet de beaucoup d'actions de grande ampleur. Tout reste à faire. Et nous sommes, dans le transport maritime, au stade où nous étions, par exemple, il y a une quarantaine d'années, dans la décarbonation de la production d'électricité. Et cette comparaison va d'ailleurs nous servir de fil conducteur tout au long de la présentation. Mais depuis le moment où nous avions programmé cette intervention, il y a presque une année maintenant, les choses ont changé. La Covid a modifié certains de nos comportements, peut-être durablement, et a perturbé notre activité économique. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi d'ouvrir une parenthèse d'actualité sur le monde de l'énergie et de l'environnement post-Covid. En quelques mots, j'aimerais vous donner une idée de l'ampleur du choc provoqué par la crise et les conséquences probables sur le secteur de l'énergie et de l'environnement. Conséquences qui ne manqueront pas d'affecter la décarbonation du transport maritime. On dispose pour ça d'un remarquable rapport de l'Agence internationale de l'énergie et les chiffres qu'il présente sont là pour confirmer l'ampleur du choc systémique. Premièrement, en 2020, la demande mondiale d'énergie a baissé de 5%. Vous me direz, 5%, ce n'est pas énorme.
Mais en fait, au cours du siècle passé, seules les 2 premières guerres mondiales et la Grande Dépression ont engendré une baisse plus importante. Deuxièmement, les émissions de gaz carbonique liées à l'énergie ont baissé, elles, de 6 à 7 %. Là aussi, vous me direz, ce n'est pas très important. En fait, les émissions annuelles de gaz carbonique sont tout simplement revenues là où elles étaient il y a 10 ans. Troisièmement, les investissements dans l'énergie ont chuté, eux, de 18 %. C'est considérable. Quatrièmement, la pandémie et la prolongation de cette pandémie marquent le début d'une décennie dont le taux de croissance de la demande d'énergie serait le plus faible depuis les années 30. Enfin, quels que soient les scénarios, d'ici à 2040, l'augmentation du produit national brut mondial ne dépassera plus 3 % par an. Dans ce sombre tableau, il y a une bonne nouvelle pour l'environnement. C'est que, pour reprendre les termes de l'Agence internationale de l'énergie, l'énergie solaire devient le nouveau roi de l'électricité. Je parle au niveau mondial. Après la crise, quels que soient les scénarios envisagés, les énergies renouvelables se développent rapidement. Ceci parce que les politiques de soutien et la maturité de ces technologies permettent un accès bon marché aux capitaux. Suite aux fortes réductions de coûts, l'électricité photovoltaïque est maintenant la moins chère, quelles que soient les centrales à charbon ou au gaz contre lesquelles elle peut être en compétition. Et pour reprendre les termes de l'AIE, les projets solaires offrent aujourd'hui l'une des électricités les moins chères jamais produites dans l'histoire de l'humanité. Et en conséquence, eh bien, les énergies renouvelables répondront à 80 % de la croissance de la demande mondiale d'énergie d'ici à l'horizon 2030. Un mot sur les carburants fossiles, pétrole et gaz, qui nous intéressent en premier lieu pour le transport maritime. Pour le pétrole, l'Agence internationale de l'énergie considère que l'ère de la croissance de la demande mondiale pourrait prendre fin d'ici une dizaine d'années. Et la pression à la hausse sur la demande dépendra de plus en plus de l'utilisation du pétrole comme matière première dans le secteur pétrochimique et non plus pour l'énergie. Enfin, l'utilisation du pétrole pour le fret et le transport maritime varie selon les perspectives de l'économie mondiale et du commerce international. Pour le transport maritime, les émissions de gaz carbonique ne devraient pas baisser avant l'horizon 2030, notamment à cause des difficultés qu'il y a à trouver des alternatives compétitives aux carburants fossiles, notamment pour le transport transocéanique de longue distance. Pour le GNL, malgré des incertitudes sur l'économie, on prévoit qu'à l'horizon 2040, la croissance de la demande se concentre essentiellement sur l'Asie du Sud-Est. Et pour les années à venir, l'Agence internationale de l'énergie indique que le principal défi de la filière gaz mondiale est la réduction des fuites de méthane tout au long de la chaîne de production et de distribution. Voici en quelques mots ce que sera l'environnement dans lequel devront très probablement se développer les activités et les actions de décarbonation du transport maritime. On retiendra 4 points essentiels pour la suite de notre réflexion. Je sais que je vais vous surprendre. Le premier, c'est que la bataille de la décarbonation de la production d'électricité est une bataille qui est gagnée au niveau mondial. Ce n'est plus qu'une question de temps. Les problèmes sont derrière nous et les solutions existent. Il ne reste plus qu'à les déployer. Et cette victoire est due à la baisse des coûts et à la maturité des installations solaires et éoliennes. Deuxième point, après 50 ans d'aide publique, et là je sais que je ne vais pas vous étonner, c'est ce qu'on appelle la transition énergétique, l'électricité solaire et éolienne est devenue la plus compétitive au monde maintenant
elle n'a plus besoin de subventions. C'est ce qui explique le premier point. Troisièmement, le prix du pétrole et du gaz va rester durablement bas, au moins pour les 10 prochaines années. C'est la première conséquence de la crise de la Covid. Et quatrième point, les États n'ont quasiment plus de ressources pour financer la transition éco-énergétique qui est nécessaire pour limiter le réchauffement climatique. C'est la deuxième conséquence de la crise du Covid. Revenons au transport maritime. De quoi parle-t-on? Vous le savez mieux que moi, le transport maritime est une activité stratégique parce que plus de 80% du commerce mondial en volume et 70% en valeur sont transportés par bateau. Pour transporter toutes ces marchandises, le transport maritime consomme chaque année environ 330 millions de tonnes de carburant. C'est 2,5% de la consommation mondiale d'énergie primaire, ce qui correspond à 3% des émissions de CO2 dues à la combustion d'énergie, soit environ 900 millions de tonnes par an. C'est l'équivalent des émissions d'un pays comme l'Allemagne. Alors, c'est à la fois peu et c'est à la fois beaucoup. C'est peu comparé à la production d'électricité qui émet un peu moins de 40% du CO2 anthropique de la planète. Mais comme je vous le disais, la décarbonation de l'électricité n'est plus qu'une question de temps. Et c'est beaucoup si on regarde la croissance prévisible du transport maritime. Les scénarios les plus optimistes anticipent que la part des émissions de CO2 atteindrait plus de 12% en 2050 pour le transport maritime, contre 3% aujourd'hui. Au mieux, elle resterait constante. Ceci est le résultat d'une forte croissance attendue du transport maritime. C'est aussi dû au fait que d'autres secteurs d'activité ont plus de facilité à faire baisser leurs émissions de gaz à effet de serre à court terme. Et c'est enfin beaucoup si on regarde les autres gaz à effet de serre qui sont associés à la combustion des carburants maritimes. Ces carburants sont de mauvaise qualité et leur combustion génère des taux importants d'oxyde de soufre et d'azote, respectivement 13 et 17%. En conséquence, le transport maritime est le deuxième émetteur mondial de gaz à effet de serre anthropique, après justement la production d'électricité. Heureusement, cet important problème sanitaire a déjà été partiellement traité. Depuis le 1er janvier 2020, l'OMI a décidé, c'est une décision historique pour l'environnement et la santé publique, l'OMI a décidé de plafonner à 0,5% la teneur en soufre des carburants utilisés par les navires. Alors, les SOX et les NOx étant maintenant engagés au niveau mondial, leur réduction est engagée, le moment est venu de traiter le problème de la décarbonation du transport maritime. Regardons ensemble les solutions dont nous disposons pour décarboner le transport maritime. Elles sont de deux ordres. D'abord, les solutions techniques et opérationnelles, elles sont nombreuses. Je vais vous les présenter. Et elles dépendent du savoir de nos ingénieurs. Elles font généralement appel à des technologies connues, mais qui ne sont pas, pour certaines, encore industrialisées. Elles sont donc peu ou pas compétitives. Deuxième catégorie, c'est ce que j'appelle les moyens d'accompagnement. Ils ne sont pas techniques, ils sont nécessaires, justement du fait que les solutions techniques ne sont pas compétitives. Les moyens d'accompagnement dépendent tous de la volonté politique et de l'action publique. Première solution technique et opérationnelle, elle vient tout de suite à l'esprit, elle est très à la mode en ce moment, c'est le vent.
au travers de différentes technologies, la voile, les rotors de Flettner, les cerfs-volants. L'Organisation maritime internationale considère que la propulsion éolienne est une technologie qui est viable dès maintenant et qu'à moyen ou long terme, elle est adaptée à des navires de construction neuve ou optimisée. C'est une technologie qui est pratiquée depuis des siècles. On peut dire qu'elle a fait ses preuves. Et la grande qualité de la propulsion vélique, c'est que le coût du fuel économisé ne dépend que du coût de la technologie elle-même. Une fois le capital amorti, les frais d'exploitation sont réduits et ne dépendent d'aucun autre paramètre externe, comme par exemple le prix du pétrole. Mais plus les navires sont grands, et plus leur déplacement est important par rapport à la poussée vélique. Ce sont les lois de la physique. En conséquence, les voiles sont généralement moins efficaces sur les grands navires que sur les petits. Et il peut être difficile d'installer des voiles sur certains types de navires. Ces contraintes peuvent limiter l'intérêt des voiles. Et si les études montrent qu'au niveau d'un navire en particulier, il peut être possible de réduire jusqu'à 30% la consommation de carburant, eh bien, au niveau de l'ensemble de la flotte, on considère que cette consommation ne sera pas réduite de plus de 2% à l'horizon 2030, 5% à l'horizon 2050, d'après des études récentes. La deuxième solution technique et opérationnelle, très à la mode aussi, c'est l'énergie solaire, fréquemment évoquée. Malheureusement, elle ne convient pas pour une utilisation directe sur les bateaux, ou seulement de manière tout à fait infinitésimale. Il faut dire que chaque mètre carré de pont d'un navire reçoit du soleil la puissance nécessaire pour éclairer une ampoule électrique de 80 watts. Ça reste tout à fait négligeable à côté de la puissance des machines et des auxiliaires qui se comptent en milliers de chevaux. La troisième solution technique et opérationnelle, c'est la propulsion électrique. L'énergie électrique est aussi très plébiscitée. C'est une option fiable et parfaitement industrialisée. Les moteurs électriques, comme les batteries, sont aujourd'hui disponibles en grande quantité. Mais malgré le formidable progrès des batteries lithium-ion, ce mode de propulsion ne convient que pour des navires de faible rayon d'action. Typiquement, les navires de servitude portuaire, pilotines, lamaneurs, remorqueurs portuaires ou des navires traversiers de type ferry. En volume, au niveau mondial, l'énergie électrique n'aura donc qu'une très faible influence, difficile d'ailleurs à quantifier, sur la réduction de gaz carbonique émis par le transport maritime. Je l'ai citée parce qu'elle a un grand intérêt pour la dépollution de l'air des ports, qui est aujourd'hui un important sujet de santé publique. La quatrième solution technique, c'est la conception des navires. Forte d'une expérience séculaire, l'ingénierie et l'architecture navale aboutissent déjà à des navires très optimisés. Je pense que personne n'en doute ici. Mais il y a un mais. Il se trouve que le transport maritime n'a pas été intégré au protocole de Kyoto. Protocole qui, vous en souvenez, s'était signé en 1997. Et en conséquence, le coût des carburants maritimes est resté très bas, parce qu'il n'était pas taxé. Et les armateurs n'ont pas eu intérêt à optimiser la conception des navires pour réduire leur niveau de pollution. Alors, pour endiguer cette dérive, les membres de l'OMI se sont accordés sur un index, EEDI, Energy Efficiency Design Index, qui permet de concevoir des navires moins polluants. Cet index impose que la
conception des navires neufs permettent de réduire de 30% les émissions de gaz carbonique par rapport au niveau de référence qui est pris en 2013. Cet objectif est repris à long terme, 2040-2050, par les scénarios les plus décarbonés de différents organismes internationaux, dont celui de l'Agence internationale de l'énergie. Je doute personnellement que la conception des navires puisse contribuer à un tel niveau de réduction de gaz carbonique de la flotte mondiale prise dans son ensemble. Il y a deux raisons pour cela. La première est que les mesures que les ingénieurs peuvent mettre en œuvre répondent aux lois de la physique et sont déjà très optimisées. Parmi celles-ci, seule la réduction de puissance des moteurs et l'augmentation de la taille des navires peuvent contribuer à la décarbonation du transport maritime, peuvent contribuer fortement. Les autres, que ce soit l'optimisation des carènes, l'allègement des matériaux, le rendement des moteurs, la récupération de chaleur, les bulbes d'étrave, la diminution des ballasts, les peintures de coque, etc., n'auront qu'une faible contribution. La seconde est que les objectifs de l'OMI, objectifs ambitieux, sont déjà contestés par de nombreux membres de l'industrie du shipping parce qu'ils sont trop coûteux et qu'ils engendreraient des modifications trop radicales des navires. Je pense qu'on peut raisonnablement penser que la conception des navires ne pourra pas contribuer à plus de 10 à 15% de la réduction des émissions de gaz carbonique de la flotte mondiale à long terme. La cinquième solution technique et opérationnelle, il y en a 6, je vous rassure, c'est l'exploitation des navires, ou ce qu'on appelle le ship management. Pour les mêmes raisons que pour la conception des navires, l'OMI a été amené à lancer un plan de gestion de l'efficacité énergétique des navires. Ce plan, qui s'appelle SEEMP, Ship Energy Efficiency Management Plan, a été rendu obligatoire en 2013. C'est un outil de gestion qui est utilisé par les armateurs pour contrôler la performance environnementale des navires et améliorer leur efficacité énergétique. Les moyens à la disposition des exploitants sont connus. Ils vont de l'exploitation et l'optimisation des moteurs, des bulbes d'étrave, des hélices, à l'utilisation de la peinture sous-marine, en passant par le routage météorologique et la réduction de vitesse de croisière. C'est ce qu'on appelle le slow steaming. On prête au ship management des vertus importantes en matière de réduction de gaz à effet de serre, notamment justement au slow steaming, qui pourrait, à lui seul, selon certaines études, réduire de plus de 30% la consommation de la flotte. Le slow steaming est de fait une mesure facile à mettre en œuvre et dont les effets sont immédiats. Et les lois de l'hydrodynamique navale montrent qu'une faible réduction de vitesse peut engendrer une forte réduction de la résistance à l'avancement des navires. Cependant, si on réduit la vitesse de tous les navires, il faudra en augmenter le nombre si le tonnage des marchandises à transporter reste le même. On comprend donc qu'au niveau de l'ensemble de la flotte, et pour un service identique, l'impact du slow steaming sera réduit. D'autant que cette mesure, comme toutes celles du ship management, est déjà pratiquée par de nombreux armateurs pour réduire leurs coûts d'exploitation. Par exemple, depuis fort longtemps, tout armateur averti ajuste en permanence la vitesse de ses navires en fonction des cours du pétrole. C'est ce qu'on appelle la vitesse économique, qui est en fait l'ancêtre du slow steaming, ou qui est une sorte de slow steaming librement pratiqué. Pour autant, si le slow steaming n'a qu'un impact limité sur la décarbonation, une forte augmentation des prix du carburant
par exemple une taxe sur le coût du pétrole, si ce pétrole est trop bas, aurait paradoxalement des répercussions très positives sur l'économie maritime. En ralentissant la vitesse de l'ensemble de la flotte, elle permettrait de remplir à nouveau les cales de nombreux navires qui sont actuellement inactifs, pour le plus grand bénéfice des armateurs. Vu les limitations décrites ci-dessus, on considère que le ship management n'aura qu'une contribution de l'ordre de 15% sur la réduction des émissions carbonées du transport maritime. Si on y ajoute les quelques 20% des solutions techniques déjà présentées, il en reste 65% à trouver. Ce sont les carburants qui devraient les fournir, et je passe à la 6e solution technique et opérationnelle, ce sont les carburants. Les quelques 330 millions de tonnes de carburant consommées chaque année par le commerce maritime sont à plus de 93% des carburants pétroliers. On comprend donc que décarboner profondément le transport maritime passe par l'utilisation de carburants alternatifs non fossiles. C'est la conclusion à laquelle arrivent pratiquement toutes les études prospectives sur le sujet. On considère que ces carburants alternatifs non fossiles, qu'ils soient liquides, qu'ils soient gazeux, aux conditions normales de pression et de température, pourraient réduire de 60 à 70% les émissions de gaz carbonique du shipping. Ceci au moyen de procédés biochimiques, physico-chimiques, à partir de matières premières très variées, dont certaines sont biosourcées. Il est possible de produire toutes sortes de carburants non fossiles et renouvelables. L'éthanol, l'essence, le kérosène, le diesel, le méthanol, l'ammoniac, le GNL, le GPL, l'hydrogène, etc. Ces carburants ont des propriétés énergétiques analogues à celles des carburants fossiles, sans en avoir les inconvénients sur le plan environnemental. On a beaucoup de manières pour classer les carburants renouvelables et non fossiles. J'ai choisi 3 catégories que je vais vous présenter. Premièrement, les carburants dits biocarburants conventionnels, dits de première génération, carburants 1G, sont produits à partir de cultures alimentaires, de matières premières d'origine végétale, animale ou issues de déchets, en utilisant des voies biochimiques telles que la transestérification ou la fermentation. Les principales productions sont le biodiesel et le bioéthanol, que vous connaissez parce qu'on en a tous dans le réservoir de nos voitures. Ces biocarburants de première génération conviendraient parfaitement pour tous les navires de commerce. D'abord parce qu'ils sont totalement industrialisés. Deuxièmement, parce qu'ils sont de type drop-in, ça veut dire qu'ils peuvent être utilisés sans modification des moteurs et incorporés aux chaînes logistiques existantes. Et enfin, ils ne sont pas trop coûteux, au maximum 1,5 fois le prix de leurs homologues fossiles. Mais comme la biomasse utilisée pour leur production sert aussi, en général, à l'alimentation, leur usage est plafonné par la réglementation. Les biocarburants 1G sont donc, en général, disqualifiés pour le soudage des navires. La deuxième catégorie, ce sont les carburants de synthèse, ou S-carburants. Ce sont des carburants qui sont produits par synthèse catalytique d'hydrogène et de carbone. Les S-carburants peuvent être ou non biosourcés. D'origine biologique, ce sont des carburants obtenus après conversion par gazéification des déchets, conversion des gaz issus de procédés de traitement des déchets ou conversion des fumées.
D'origine biologique, ce sont des carburants non conventionnels, dits de seconde génération, produits après conversion de la biomasse par des procédés de type biochimique ou thermochimique. Les S-carburants se présentent sous la forme de S-éthanol, S-diesel, S-GNL, S-GPL, S-méthanol, S-hydrogène, S-ammoniac, S-kérosène, S-DME, comme tous les carburants fossiles. La troisième catégorie, ce sont les carburants électriques ou E-carburants. Les E-carburants sont produits à partir d'hydrogène et de CO2. Dans un premier temps, l'hydrogène est obtenu par électrolyse de l'eau, les électrolyseurs étant alimentés en électricité, d'où le nom de carburant électrique. Si l'électricité provient d'une source renouvelable, le E-carburant est lui-même renouvelable. Dans une seconde étape, à l'aide de procédés de synthèse catalytique de type Fischer-Tropsch, mais ce n'est pas le seul, l'hydrogène est mis en présence de CO2 sous haute pression pour donner des hydrocarbures. Le CO2 peut être, lui, extrait de l'air ou de fumée de process industriels. Après raffinage, on obtient toutes sortes de E-carburants. Ce sont les mêmes que les S-carburants. Ils sont identiques à leurs homologues fossiles et je ne les cite pas à nouveau. Les carburants électriques et de synthèse ont beaucoup d'avantages en commun. Premièrement, ils sont très fortement décarbonés, jusqu'à 90% de réduction, voire ils sont neutres en carbone. Deuxièmement, ils peuvent être utilisés dans tous les types de moteurs, diesel, essence, turbine à gaz, pile à combustible, etc. Troisièmement, ils sont totalement miscibles avec leurs homologues fossiles et ils peuvent s'y substituer à 100%. Quatrièmement, les E et S diesel ou E et S éthanol sont drop-in, c'est-à-dire qu'ils peuvent être utilisés dans les chaînes logistiques et les moteurs sans aucune modification pour la marine. Cinquièmement, ils ont un haut indice de cétane et une bonne qualité environnementale. Pas de soufre, pas de molécules aromatiques et de choses comme ça. Et sixièmement, ils sont en général, il n'y a pas de rupture technologique pour les produire, c'est-à-dire que tous les éléments constitutifs de la filière sont d'ores et déjà disponibles. Les enjeux portent essentiellement sur la capacité à atteindre des échelles industrielles et commerciales de production. Mais ils ont aussi quelques inconvénients en commun. Le premier, et ce n'est pas le moindre, c'est qu'ils sont aujourd'hui de l'ordre de 2 à 4 fois plus chers que leurs homologues fossiles. Deuxièmement, ils sont en concurrence avec d'autres usages, la route et l'air, dont les carburants sont taxés. Et troisièmement, l'accès à la ressource peut générer des conflits d'usage s'il n'est pas bien régulé. En la matière, les E-carburants sont beaucoup plus avantageux que les S-carburants biosourcés. D'abord parce qu'ils peuvent être produits sur des surfaces désertiques. Ensuite parce que leur rendement surfacique est de l'ordre de 30 fois supérieur à celui des S-carburants. Pour finir sur les carburants, je voudrais dire un mot sur l'hydrogène et le GNL électrique, qui sont très à la mode, comme vous le savez. Plutôt que d'utiliser de l'hydrogène pour produire des hydrocarbures, on peut être tenté de l'embarquer directement à bord des navires pour l'utiliser comme carburant, dans les moteurs thermiques ou dans des piles à combustible. L'idée, comme je vous le disais, est très à la mode. Cependant, le pouvoir calorifique volumique de l'hydrogène en phase gazeuse est très faible, même lorsqu'il est fortement comprimé. Il est un peu plus important en phase liquide, mais alors il faut le transporter et le stocker à la température de moins de 153 degrés.
En conséquence, l'hydrogène embarqué convient mieux pour des navires de faible rayon d'action, les navires de servitude par exemple, de petit cabotage, que pour les navires transocéaniques. Ici, on peut affirmer que l'hydrogène jouera un rôle important dans la décarbonation du transport maritime. Ce rôle sera plus indirect que celui que l'actualité veut bien lui attribuer. Quant au GNL, qu'il soit électrique ou de synthèse, c'est bien un carburant carboné et qui peut se substituer au GNL fossile des navires équipés pour ce type de carburant. Pour les autres navires, il semble préférable de faire appel à des carburants liquides aux conditions normales de température, par exemple le GPL de synthèse ou électrique, qui est liquide à la pression de 2 bars, qui est beaucoup mieux adapté aux navires océaniques que le GNL, qui, lui, doit être stocké à la température de moins 163 degrés, comme vous le savez. Que peut-on conclure de cette présentation des solutions techniques pour décarboner le transport maritime? Je retiens 2 points. D'abord, que ces solutions sont en général techniquement capables de décarboner la quasi-totalité de l'activité maritime. Ensuite, qu'elles ne sont en général pas compétitives pour s'imposer dans un marché international qui est soumis aux seules règles de la concurrence. Il faut donc envisager des moyens d'accompagnement pour leur développement. Et c'est ce que je vais vous présenter maintenant. Pour simplifier, les leviers dont nous disposons peuvent se décliner en 3 grandes catégories de moyens: les subventions, la réglementation et la fiscalité. On peut faire appel aux 3 simultanément et ils dépendent tous de la volonté politique et de l'action publique. Les subventions. Elles sont très utiles, principalement pour des petites entreprises dont la taille ne leur permet pas d'avoir de fonds propres, en particulier lorsqu'il s'agit de subventions d'équipements non remboursables, qui ont comme principale qualité d'être considérés comme des quasi-fonds propres par les bailleurs de fonds. Il est ainsi possible de lever de la dette. Ça n'a l'air de rien, mais c'est ce qui permet aux petites entreprises sous-capitalisées de se lancer dans la bataille et de grandir lorsque leur projet, qui est souvent un projet de rupture, est un bon projet. Malheureusement, suite à la crise de la Covid, les États et les régions sont quasi ruinés. Deuxièmement, les lois et les réglementations. Ce sont de puissants moyens dont disposent les pouvoirs publics pour diriger les actions des acteurs économiques vers des objectifs qui ont été fixés dans l'intérêt de la collectivité. Leur temps de réponse peut être long si l'objectif est ambitieux, mais elles ont l'immense avantage de ne pas être onéreuses par les temps qui courent. En matière d'environnement, on pourrait citer une multitude de réglementations qui ont imposé des choix qui n'auraient pas été naturellement compétitifs et qui ont contraint les acteurs à finalement modifier leur comportement. Nous en avons une parfaite illustration dans le transport maritime avec la décision de l'OMI de plafonner la teneur en soufre des carburants à partir du 1er janvier 2020. C'est une décision qui avait été prise dès 2008 afin de s'assurer qu'il y aurait suffisamment de carburant conforme disponible lors de l'entrée en vigueur du nouveau plafond mondial. Comme quoi, la lenteur a du bon quand il s'agit d'anticiper. Le problème corollaire des réglementations et des lois, c'est de contrôler qu'elles sont respectées. Ce point est particulièrement important dans le monde maritime, car l'OMI n'a qu'un pouvoir législatif et librement consenti de plus. Troisième point, la fiscalité.
Avant la crise, avec un pétrole à 80 $ le baril, des réglementations plus contraignantes, des subventions, auraient certainement suffi à rendre quasi compétitifs les carburants alternatifs et les autres solutions décarbonées pour le transport maritime. Une petite taxe carbone appliquée aux carburants fossiles aurait sûrement permis aux carburants verts d'être définitivement compétitifs. Malheureusement, aujourd'hui, cet équilibre est rompu. Avec un pétrole qui plafonne à 60 $ le baril, dont on sait qu'il va rester durablement bas, le différentiel de compétitivité devient insupportable. Le seul levier dont nous disposions est donc la fiscalité. C'est ce qui permettrait de donner une valeur au carbone. Comment ? En taxant les carburants fossiles ou en les faisant entrer dans un système plus élaboré et plus efficace d'échange de quotas d'émissions de carbone. L'Europe a le plus ancien système d'échange, la Californie le plus puissant et la Chine le plus récent. On peut donc les utiliser. Je sais que certains sont opposés à une taxe. Pourtant, l'idée est légitime, puisqu'elle ne consiste qu'à faire sortir le transport maritime du statut dérogatoire qu'il occupe depuis les accords de Kyoto. Il serait donc malvenu de s'y opposer, d'autant qu'elle présente de réels avantages pour les acteurs du maritime. Il faut simplement dépasser quelques idées reçues. Premièrement, une taxe universelle n'engendre pas de distorsion commerciale. S'appliquant aux carburants maritimes consommés par tous les navires, le surcoût sur le transport maritime sera en effet réparti équitablement entre les différents armateurs qui le passeront aux chargeurs et qui eux-mêmes le répercuteront chez le client final. C'est le principe de pollueur-payeur qui est le plus équitable qui soit pour faire supporter les efforts nécessaires à la décarbonation du transport maritime par ceux qui en sont finalement responsables, les consommateurs. Deuxièmement, le produit de la taxe doit être réparti entre les pays producteurs de pétrole et les pays consommateurs, selon une clé que je ne possède pas. Il n'est en effet pas rare de voir des pays producteurs rejeter les politiques de protection de l'environnement des pays consommateurs, au prétexte que les taxes sur les carburants constituent un transfert de rente à leur détriment. Troisièmement, s'agissant d'une taxe sur le carburant maritime, il conviendrait que son produit soit in fine affecté à la décarbonation des activités du secteur maritime et soit destiné aux acteurs les plus investis dans ce domaine. Quatrièmement, la taxe sera quasi nulle lors de son lancement. Cela permettrait d'affirmer dès aujourd'hui la valeur symbolique d'une action en faveur de la protection de l'environnement, sans peser pour autant sur l'économie du secteur maritime. Le taux serait ensuite augmenté progressivement afin de permettre une transition vers un mix énergétique décarboné du transport maritime à l'horizon fixé par l'Europe ou l'OMI, par exemple. L'opportunité créée par la dépression des cours du pétrole doit être saisie pour augmenter dès que possible le taux de cette taxe. Voilà, j'en ai fini. Et je voudrais, en guise de conclusion, poser une question. Va-t-on assister à une relance verte ou à une relance grise ? Une lueur d'espoir vient du fait qu'aujourd'hui, contrairement à la crise de 2008, les citoyens, les acteurs économiques et les responsables politiques ont pris connaissance et conscience du fait écologique et des risques associés au changement climatique. Dans le secteur maritime, des chargeurs renommés
tels qu'Ariane Group, Ikea, Danone, sont poussés par leur clientèle et sont prêts à supporter un surcoût du transport pour moins d'impact environnemental et peut-être une meilleure image de leur société. Nous venons de le voir, les technologies sont prêtes, sans qu'il soit possible encore de savoir aujourd'hui lesquelles prendront l'avantage. Et leur financement peut être assuré sans qu'il ne pèse trop sur les États. Le chemin est étroit, il est long, mais il existe et il peut nous mener vers une reprise vertueuse. Et je finirai sur ce point. C'est à nous, acteurs du monde maritime, de faire valoir auprès des pouvoirs publics l'importance de ces moyens d'accompagnement pour que les solutions alternatives aux carburants fossiles se développent. C'est ce que nous appelons l'action d'influence ou de conseil, que la profession sait parfaitement faire, avec par exemple l'Académie de Marine, que je remercie de m'avoir reçu, le cluster maritime, je salue son président, le ministère de la Mer, dont je sais qu'il nous écoute, l'Organisation maritime internationale, l'Union européenne, etc. Il s'agit donc d'une question de volonté. Et je vous remercie pour votre attention. Merci Jean-Michel pour cet exposé très, très complet et qui stimule notre imagination. Alors, si vous voulez bien répondre à quelques questions. Avec plaisir. Alors, sauf, vous me direz, c'est des questions par SMS. Alors, moi, j'ai repéré 5 questions. Une posée par Alain Bovis, l'autre par Frédéric, troisième par Francis, qui est là-bas. Frédéric, vous posez ta question avant de partir. Si, tu as une question. Oui. Je t'ai vu tout à l'heure. Non? Bon. Et puis Édouard. Voilà. Qui veut commencer? Alain, vous voulez? Oui, merci de me rappeler que j'avais une question. L'Europe a des objectifs très ambitieux. Pardon. L'Europe, parce que j'en ai lu, a des objectifs très ambitieux, c'est-à-dire un transport maritime zéro carbone en 2050, ce qui est beaucoup plus ambitieux que ce que prévoit l'OMI. Et cet objectif semble être partagé à la fois par la Commission, mais également par la communauté maritime représentée à Bruxelles. Ceci dit, les solutions envisagées sont essentiellement des solutions techniques. Vous en avez rappelé un certain nombre. Qu'est-ce que vous pensez d'un tel objectif? Est-ce qu'il est réaliste? Est-ce qu'il est politique? Ou est-ce qu'il est tout simplement utopique? Oui, moi je suis raisonnablement optimiste parce que, comme je vous l'ai dit, les solutions techniques existent et qu'elles demandent à être mises en œuvre au moyen de solutions d'accompagnement qui sont des solutions d'ordre politique et que l'Europe sait parfaitement faire. Alors, vous citez l'Europe dans sa démarche. Effectivement, l'Europe est en train de préparer une directive pour limiter le niveau de carbone dans les eaux territoriales européennes. On peut se demander si c'est la bonne méthode. Et d'après ce que j'ai compris, en fait, elle avait demandé, elle dialogue avec l'OMI, elle avait demandé à ce que l'OMI soit plus contraignante et plus allante sur ses objectifs à moyen terme. Et elle avait dit à l'OMI, si vous ne faites rien, nous, on va le faire. Et donc, elle a commencé à le faire. Elle a consulté sur une directive européenne sur la décarbonation des transports maritimes. Je pense que c'est une action beaucoup plus concertée qu'on l'imagine. Et on peut imaginer que l'OMI, non pas parce qu'elle est piquée au vif, mais parce que tout simplement, comme tout le monde, elle a bien compris l'intérêt
bien senti, aussi bien pour le transport maritime que pour l'ensemble de la planète, les moyens de décarboner. On sait qu'on peut le faire. Il suffit de s'organiser pour le faire. Cette taxe, par exemple, universelle, n'est pas si difficile à atteindre. Il suffit que l'OMI et tous les pays de l'OMI réfléchissent à ça pour que, très vite, 80% des pays qui arment des navires puissent définir une taxe carbone qui sera appliquée et qui sera donc contrôlée d'une certaine manière. Et puis, au fond, si jamais cet objectif n'est pas atteint en 2050, mais en 2060 ou en 2040, ce n'est pas très grave. On est dans la bonne voie. Ça dépend en fait beaucoup de nous, je pense. Il n'y a pas de... Non, moi je suis raisonnablement optimiste. Merci. Francis? Je m'amuse parce que je suis comme Frédéric, je n'avais pas posé de questions. Ça me rappelle la conférence, j'ai en posé une, ça me rappelle la fameuse conférence générale de Gaulle, quelqu'un m'a posé une question sur Ben Bella. Au niveau de l'accès aux ressources, je trouve que tu es passé un petit peu rapidement, pour tout dire. Il y a des obstacles qui peuvent être réglementaires, qui peuvent être dans la concurrence des usages, qui peut être dans la création d'autres nuisances par l'utilisation de terrain pour... comment est-ce que tu vois la problématique par rapport à ces nouvelles énergies, ces nouveaux carburants dont tu nous as parlé, qui ne vont pas se faire comme ça ex nihilo? D'accord. Le premier point sur la concurrence des usages, ce n'est pas une petite concurrence. Aujourd'hui, les usages de la route et de l'air, surtout de la route, utilisent des carburants taxés. Le carburant maritime n'étant pas taxé, les solutions alternatives seront les dernières compétitives dans le transport maritime. C'est pour ça que imaginez que taxer les carburants maritimes, ce n'est pas seulement une idée pour contraindre, c'est aussi une idée pour faciliter la compétitivité des solutions alternatives. Aujourd'hui, par exemple, avec une subvention de quelques milliers d'euros, on achète une voiture électrique comme une Zoé. Pourquoi? Parce que le carburant utilisé par les Zoé, enfin pas les Zoé, mais les voitures thermiques, sont taxés. Donc le carburant est cher. Et la solution alternative électrique n'est pas chère. Dans la propulsion maritime, dans le maritime, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, le pétrole n'est pas cher du tout. Et donc, on peut imaginer n'importe quelle solution technique, elle est beaucoup plus chère. Et puis, dans cette question, je vois le problème du conflit d'usage des terres sur lesquelles on pourrait produire ces carburants de synthèse ou ces carburants électriques. Je mets de côté les carburants de première génération qui ne sont pas adaptés pour les raisons que j'ai dites. Pour produire des carburants de synthèse avec de la biomasse, ils ne sont pas tous faits avec de la biomasse. Il y en a qui sont faits, par exemple, avec des déchets, et donc il n'y a pas de problème d'usage conflictuel de terrain. Mais ceux qui sont biosourcés, ils utilisent de la biomasse. Le carbone provient de la biomasse. Et il faut des surfaces importantes pour les produire, et si possible des surfaces qui sont fertiles. Il peut y avoir une concurrence à ce niveau-là. Pour fixer les idées, si on voulait décarboner 100% des 330 millions de tonnes de carburant consommés par le transport maritime avec des carburants de synthèse biosourcés, de la biomasse, donc, il faudrait couvrir environ 1/1000 de la surface des terres émergées de la planète. C'est à la fois beaucoup et c'est à la fois peu. C'est quand même pas mal. Si on fait la même chose avec des carburants électriques, les carburants électriques n'utilisent pas la biomasse. Ils utilisent l'air du temps, si je puis dire. Ils utilisent l'hydrogène qui est produit avec de l'électricité photovoltaïque ou éolienne, par exemple, pour que ce soit renouvelable. Et les rendements surfaciques des carburants électriques, 30 fois supérieurs au rendement surfacique des carburants de synthèse. Comme pour produire de l'électricité,
à l'aide de l'éolien ou du photovoltaïque, les meilleurs rendements sont dans les terres désertiques et non pas dans les terres les plus fertiles. Par exemple, ce qu'on peut appeler les déserts jaunes, entre le 55e parallèle nord et sud, là où il y a du soleil tous les jours, alternativement et en toute saison, l'énergie photovoltaïque est qualifiée. Et les déserts, là où on ne fait rien du tout, sont parfaitement qualifiés pour faire des carburants électriques. Au nord du 60e parallèle, je ne parle pas au-dessus du 60e parce qu'il n'y a pas grand-chose, mais au nord du 60e parallèle, le soleil ne se lève pas pendant 6 mois de l'année. Et là, par contre, on a des vents froids très importants, qui ont une quantité de mouvements importante, et qui permettent de produire une électricité éolienne pas chère du tout. Et on pourrait donc produire des carburants électriques sur ces terres qui sont des terres relativement désertiques, ce qu'on appelle les déserts blancs. Il y a les déserts blancs et les déserts jaunes. Et si on regarde la surface de désert, la surface du Sahara, j'ai calculé la surface du Sahara qu'il faudrait occuper pour décarboner 100% du transport maritime. 5 millièmes de la surface du Sahara pour tout le transport maritime. Alors, vous savez que le transport maritime, c'est environ 3% des émissions de gaz carbonique. Le transport aérien, c'est 2-3% aussi. Donc on pourrait, avec 10 millièmes de la surface du Sahara, décarboner à la fois le transport maritime et le transport aérien. Donc, on peut considérer que, et c'est ce que je dis dans mon exposé, c'est que ce conflit d'accès aux ressources, s'il est bien géré, est quelque chose qui n'est pas forcément un inconvénient majeur. Merci pour votre réponse. Jamais Mouira, vous aviez quelque chose à dire? Bonjour, je n'ai pas posé de questions par SMS, mais moi, vous avez parlé des 6 solutions de décarbonation du transport, mais vous ne croyez pas qu'il y aura un certain mix de ces solutions plutôt qu'une solution qui sera prédominante, au moins pendant un certain temps? Alors, vous avez parfaitement raison, et si vous avez bien écouté mon exposé, en fait, je décarbone 100% du transport maritime à l'aide de ces 6 solutions. Une qui fait 65% et d'autres qui font un peu moins. Il ne faut pas m'en vouloir si ces pourcentages ne sont pas respectés. Et bien malin aujourd'hui qui est capable de dire lequel des solutions alternatives qui sont dans les starting blocks, qui sont des solutions techniques qui marchent. Par exemple, le procédé Fischer-Tropsch n'est rien de plus qu'un procédé qui est utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale par les Allemands pour produire leur carburant, qui était en blocus. Alors évidemment, ils le produisaient à partir du charbon des mines. C'est ce qu'il ne faut pas faire aujourd'hui. Mais le faire à partir du carbone de l'air ou du carbone des fumées d'usine, c'est très possible. Donc on a toutes ces technologies, on sait qu'elles sont, pour certaines, tout à fait connues, elles sont chères, et elles vont se développer si on les aide un petit peu. Je ne peux pas vous dire lesquelles vont se développer plus que les autres, mais ce dont je suis convaincu qu'on dispose de toutes les solutions techniques qui permettent de décarboner le transport maritime. J'ajoute que ça, c'est de trouver des solutions qui correspondent à des solutions où on ne change rien à nos habitudes. Et on peut imaginer que les meilleures solutions sont celles que l'on ne met pas en œuvre et que, par exemple, faire voyager un peu moins, relocaliser certaines productions permettrait peut-être de diminuer certains modes de transport. C'est une des solutions que je n'ai pas citées, elle est en creux. Voilà. Et au fond, voilà. Si on augmente un petit peu le coût du transport maritime, on va peut-être, de manière naturelle, diminuer un certain nombre de transports, relocaliser, rendre alternativement compétitifs des solutions de relocalisation. Et tout ça est vertueux, en fait, dans le sens de la décarbonation des activités humaines, non pas seulement du transport maritime. Merci Jean-Michel. Alors, j'ai 2 questions. Bernard Plancher, Francis Vaudu. Alors, juste une précision, l'absence de micro est une mesure barrière, donc parlez fort, s'il vous plaît. Un grand merci pour ton exposé très clair.
mais dans la liste des énergies décarbonées, tu n'as pas parlé, peut-être volontairement, de l'énergie nucléaire. Que penses-tu du retour de la propulsion nucléaire aux grands bâtiments civils? Alors, j'ai cherché, parce que c'est un travail de littérature, en fait, je ne fais qu'un travail d'état de l'art, en fait, de ce qui se passe aujourd'hui et de ce dont on dispose. Dans la littérature technico-commerciale qui traite de la décarbonation du transport maritime, il n'y a rien sur le nucléaire. Si l'on regarde la marine de guerre, si l'on regarde des publications qui sont liées plutôt à la recherche, etc., on peut trouver quelque chose, mais pas grand-chose. Et même, par exemple, dans les analyses de l'AIE, qui est quand même un établissement renommé pour ses analyses sur les bilans énergétiques, il n'y a pas grand-chose sur le nucléaire. Alors, j'attribue ça à deux choses, parce que je me suis posé la question aussi. Et la première, c'est que faire entrer des navires dans les ports, ça pose parfois des problèmes de sécurité. Les ports sont historiquement situés, pour la plupart, au centre de zones habitées très importantes. On peut imaginer que de faire rentrer des réacteurs nucléaires dans ces enceintes très habitées peut poser une question de sécurité. Je n'ai pas la réponse, mais on peut en douter. La deuxième chose, c'est que l'énergie nucléaire, au moins pour le domaine que je connais bien, qui est celui de la production d'électricité, n'est aujourd'hui plus une énergie compétitive. Et donc, elle n'intervient plus dans les calculs de comparaison que font les gens qui font des études technico-économiques. Voilà les deux réponses que j'ai. Le fait est qu'il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Merci. Francis? Parlez haut et fort. Sur le nucléaire, moi j'avais vu une étude qui a été abandonnée d'une propulsion nucléaire à cause du poids de l'enceinte de confinement qui bouffait tout le déplacement du navire. Il n'y avait plus de port en lourd utile. Hein. Alors, non, ma question, c'était dans l'emploi du gaz naturel. C'est la combustion du carbone qui fait de l'énergie, hein, on est bien d'accord. La molécule de méthane est beaucoup plus courte que dans le fuel oil où il y a des molécules à lui carbone. Donc, ma question, c'est, on va donc être obligé de mettre beaucoup plus de molécules. Alors, in fine, le bilan du carbone pour avoir, mettons, 1 kWh produit, est-ce qu'on n'aura pas la même chose en CO2? Ou est-ce que le gain, in fine, n'est pas plutôt sur les particules fines que sur le CO2? Alors, les deux. Effectivement, on gagne beaucoup sur les particules fines, parce que la molécule de CH4 est une molécule moins longue, il y a moins de composés aromatiques, enfin, il n'y en a pas du tout, etc. Donc, c'est effectivement le cas. Et on a effectivement donc on n'a pas de particules ou presque pas. En fait, on en a toujours un peu, parce qu'il n'y a pas que du CH4. Quand on raffine, il y a des CH3,8, C3H8, C4H10. Il y a toujours un petit bricole qui traîne à droite. Mais c'est une molécule, effectivement, comme vous dites, qui est beaucoup plus propre que les molécules, les chaînes longues de carburant liquide. Au niveau rendement, on est tout à fait d'accord. À la fin, si vous avez un certain kilowattheure à produire, que vous le fassiez avec des chaînes longues ou des molécules plus courtes, vous aurez le même carbone utilisé. En fait, le biais passe par autre chose. Il faut changer de paradigme. C'est-à-dire qu'il ne faut plus utiliser de carbone pour produire ces molécules. Et c'est ça l'avantage des carburants de synthèse ou des carburants électriques. C'est-à-dire que le carbone est pris dans des matières premières, l'air par exemple, pour le carburant électrique, ou les fumées des usines, de telle sorte que c'est du carbone recyclé. Ce n'est plus du carbone qui vient de la terre et qui est mis dans l'air. On le remet dans l'air au moment de la combustion, mais on le récupère dans l'air pour produire le carburant.
Et donc, du coup, pour 1 kWh électrique ou d'énergie nécessaire, ben, vous avez votre énergie, mais vous n'avez pas l'émission de CO2. Merci Jean-Michel. On a une question par SMS, Amiral? Je voudrais faire une remarque. On a eu des difficultés de transmission. Donc il y a eu des coupures dans la retransmission. Donc il y a des questions qui n'en sont pas finalement. Bon, enfin, je vous fais part de 2 remarques. La première concernant le soufre dégagé par le transport maritime. Je cite ce que dit l'auditeur. Un tanker dégage autant de soufre qu'1 million de véhicules. Alors, je ne sais pas, peut-être le confirmer ou pas. Et le soufre est aussi dangereux, voire plus nocif que le CO2 pour la nature et pour l'homme. Bon, ça, c'est une première remarque et question en même temps. Et puis l'autre question concernait l'hydrogène, l'usage et l'avenir de l'hydrogène. Vous l'avez... Bon, alors, c'est apparemment, c'est des gens qui ont été coupés. Oui, c'est des gens qui ont été coupés. Pour faire bref sur le soufre, les chiffres sont contestés de 1 million de véhicules, mais bon, on sait que le diesel non soufré, enfin soufré non désoufré, est un facteur de pollution très important. La preuve, c'est que l'OMI, donc l'ensemble des hommes, se sont entendus pour désoufrer les carburants fossiles. Bon, le problème est derrière nous. Et puis, pour l'hydrogène, voilà, l'hydrogène, c'est effectivement soit au travers de la production de carburant, ça sera le vecteur et l'élément chimique le plus important, et soit directement embarqué à bord des bateaux, bien que je pense que pour les bateaux de longue distance, ce ne soit pas très adapté, un peu pour les raisons du nucléaire que citait monsieur, c'est-à-dire que le volume du réservoir plus du moteur génère quelques problèmes, puisque ça limite évidemment les cales du navire. Merci Jean-Michel. Je crois qu'on va vous applaudir et je vois que vous avez eu, je vais vous dire, 169 followers. On a tout fait pour ça. Plus 30, ça fait près de 200. C'est un record absolu. C'est le record de la décarbonation du transport. C'est le record de la décarbonation. Donc on vous remercie. Pardon ? Non, je voulais simplement préciser qu'on a eu des coupures dans la retransmission, mais on m'a dit que l'enregistrement sera de très bonne qualité et que l'enregistrement sera diffusé sur la chaîne YouTube de l'Académie de Paris. Il y a eu des coupures d'énergie, ça. Non décarboné. Mais décarboné, mais l'enregistrement sera accessible. C'est bien ça? Oui, sur la chaîne YouTube de l'Académie. Alors, je crois qu'il faudrait qu'on applaudisse chaleureusement Jean-Michel Germain parce qu'il est venu de Montpellier. Alors, je vais lui offrir la traditionnelle coupelle, mais j'aimerais y associer cette jeune femme qui est sa fille, Morgane. Venez là, qu'on vous voit. Et sa fille est très active dans les relations que nous avons à propos du prix conjoint Académie Soper. Il faut l'encourager. Venez là, mon enfant. Voilà.